je vais présenter, qui est docteur en littérature française et comparée de l'Université d'Artois et de l'Université de la Manouba, où elle enseigne actuellement. Enfin, pas actuellement, parce que là, elle est présente avec nous, mais sinon, le reste du temps. Je devrais être en place, c'est vrai. C'est ça, c'est bien, pardon. Ces travaux portent sur le médiévalisme, la fantaisie et le pouvoir, comme le rappelle sa thèse intitulée Médiévaliser le pouvoir, étude comparative des cycles romanesques de Chrétien de Troyes et de Georges Martin. Excusez-moi, j'ai du mal à faire passer ma voix au-dessus des voix extérieures. Elle est également vice-présidente du Martin Studies International Network, consacrée donc à l'œuvre de George R. Martin. Elle nous présente aujourd'hui une communication qui n'a pas de rapport ni avec Chrétien de Troyes ni avec George Martin. Voilà, elle s'aventure en dehors des sentiers battus pour nous parler du Moyen-Âge de. Alors, Miras, d'accord. Onirisme et réappropriation culturelle dans la musique métal tunisienne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette communication qui s'inscrit dans le cadre de mes très récentes recherches sur le médiévalisme tunisien et plus généralement nord-africain, j'ai choisi comme corpus l'art de la musique, qui est vecteur d'évasion sensorielle, mais ici je me pencherai plutôt sur son média principal, le vidéoclip, qui me permettra d'analyser les composantes de l'imaginaire médiévaliste sur la scène métal tunisienne représentée aujourd'hui par Miras. Donc je découvre si ça fonctionne bien en même temps. Donc le métal, comme on le sait, est un genre musical originellement américano-britannique, complexe et diversifié aussi bien dans ses mélodies que par ses thèmes. Il est souvent associé à une contre-culture contestataire et voit ainsi se développer une imagerie rompant avec les idéologies dominantes et le mainstream. Dans ses versants folkloriques et symphoniques, et essentiellement par le biais des vidéoclips, le métal donne souvent à voir un Moyen-Âge imaginaire, nostalgique d'une époque révolue, et reprend parfois les codes de la fantaisie post-tolkienienne. Dans l'imaginaire de l'Europe occidentale, cette évasion temporelle correspond souvent à une réminiscence du passé, comme l'illustrent notamment les mythologies celtiques et scandinaves qui nourrissent les textes et l'iconographie du métal nordique. Sur la rive sud de la Méditerranée, en revanche, le cadre médiéval renvoie moins à une résurgence de l'histoire, qui est par ailleurs confuse car non suffisamment documentée, qu'à une conceptualisation divertissante d'une ère à la fois méconnue et familière, source d'inspiration et espace de création pour la scène métal nord-africaine, dont Miras est un des groupes les plus représentatifs. Formé en 2001, il y a donc 20 ans déjà, Miras est un groupe tunisien de métal progressif. De renommée internationale, remplissant les salles de concert en Europe, aux États-Unis comme au Japon, Miras prône un univers musical interculturel qu'il nomme Blazing Desert Metal ou métal brûlant du désert. Les paroles sont chantées exclusivement en anglais, avec des couplets ponctuels en dialecte tunisien. Les thèmes abordés sont universels et tendent essentiellement vers des valeurs positives, d'espoir et de foi en soi-même. Les sonorités occidentales et orientales se mélangent, mais le groupe puise fondamentalement son inspiration mélodique et thématique dans la culture tunisienne, nord-africaine, et ça donne ça. Donc, comme vous avez pu l'écouter, j'espère, on perçoit très nettement la combinaison de la guitare électrique et des percussions typiquement tunisiennes de l'instrument arabe de la d'Al-Bouka. Sur scène, le groupe prolonge ce mélange en intégrant danseuse orientale, rythme traditionnel du bendir, le tambour sur cadre berbère, comme on peut le voir lors du concert de 2018 sur la scène de l'amphithéâtre de Carthage.
développe graduellement à travers un ajout progressif d'éléments folkloriques faisant référence à l'âge moyen de la Tunisie entre ères berbères et arabes. Voici une photo du groupe en 2013, groupe de jeunes métalleux non immédiatement reconnaissables. Et les voici 3 ans après. L'arrière-plan arabesque et les habits traditionnels font désormais partie intégrante de leur image de marque. Entre 2016 et 2019, le groupe réalise en effet une trilogie musicale cinématographique médiévaliste avec les vidéoclips de Believer, Dance et No Holding Back, relatant un récit d'aventure fantastique. Piégés par un artefact magique, les membres du groupe sont projetés dans un univers parallèle, enchanteur et exotique, au cadre spatio-temporel médiévalisant. Pour pouvoir lui échapper, ils doivent affronter des sultans maléfiques, ce qui leur permet d'acquérir des pouvoirs magiques de plus en plus importants. Plus qu'une époque de référence, le Moyen-Âge de Milas s'assimile donc à un monde secondaire dont l'esthétique évolue rapidement vers le merveilleux. Comme suggéré par ce poster de 2019, où les membres du groupe semblent maîtriser les 4 éléments naturels, la terre représentée par les animaux, l'eau, l'air et le feu associé à la lumière ici. Milas introduit la magie sur scène également en faisant appel à un illusionniste durant la tournée intitulée d'ailleurs The Magical Tour, interrompue en 2020 à cause de la pandémie. Sur cette photo prise le 7 mars 2020 lors des derniers concerts en Suisse, on perçoit l'illusionniste Fabien Solas en train d'exécuter un tour de lévitation avec la complicité de Zahir Zorgati, le vocaliste du groupe. Divertissante, l'expérience d'évasion médiévale proposée par Milas est donc totale, transportant l'auditeur musicalement mais également visuellement. Mais au-delà de l'émerveillement associant récits d'aventure et imagerie médiévale fantastique dans une atmosphère onirique, la trilogie cinématographique propose une dynamique interculturelle, interméditerranéenne, qui invite à s'interroger sur une possible réécriture du passé. 2 questions guideront donc mon analyse. Vers quel Moyen-Âge s'évade-t-on et dans quel but? Dans la trilogie musicale de Milas, l'évasion médiévale commence dans une brocante. Le vocaliste saisit un sablier qui le fascine, comme on peut le voir dans cet extrait de Believer. شوف ماما سيف وكانوا نحاس لا ما تمسش Donc le sablier apparaît ici comme une sorte d'artefact magique qui symboliserait dans ce contexte le temps inversé. Dans les 3 clips, les passages de la dimension réelle à la dimension parallèle et vice-versa sont en effet signalés par des tempêtes de sable, l'élément constitutif du sablier renvoyant par extension au désert, un espace qui apparaît comme exotique dans l'univers du métal. Les images prémonitoires révélées par le sablier et perçues par Zahir annoncent l'aventure et accentuent l'atmosphère exotique de l'espace-temps imaginé, et ce essentiellement par le biais du décor et des costumes, montrant rapidement harem, sultans et guerriers entourés d'une architecture arabisante. Le Moyen-Âge vers lequel Milas s'évade apparaît donc d'abord comme Moyen-Oriental, suivant l'image de marque du groupe. Melik Benrabia, fondateur et guitariste de Milas, qui a gentiment accepté de m'accorder une interview au mois de septembre dernier à l'occasion de ce colloque, explique que ce choix correspond d'abord à une stratégie marketing pour se démarquer des milliers de groupes de métal et faire rêver leur public international. Mais avançons plus loin encore dans cet univers secondaire avec cet extrait de Dance. Raining fire, we dance between the bombs. The curtain falls tonight over the ruins and tombs. We dance to celebrate our history and fate. We're shining to exist, and justice and hatred will make us fall in the night. Dance with me, dance, yeah, burning bright, flow inside you. Dans ce deuxième volet de la saga, le clip Dance, comme dans le premier, les membres du groupe sont pris au piège d'un univers parallèle. Les images de synthèse reconstruisent les villes médiévales de Bagdad et de Samarcande, entourées de fortifications au style arabe abbaside et mauresque qui les séparent du désert.
Entre cette image et la précédente, on distingue une évolution manifeste de la grandeur architecturale des villes représentées. Samarcande semble plus grandiose et riche que Bagdad, et pour cause, plus on s'éloigne à l'est, plus l'exotisme se renforce selon une perception orientaliste mise au service de la construction du Moyen-Âge de Milas. Cette représentation fait appel à l'imaginaire collectif, nourri essentiellement par la vision fantasmagorique occidentale depuis le XVIIIe siècle. Les éléments rappelant le Moyen-Âge oriental, ou du moins l'idée que l'on s'en fait, sont donc clairement et rapidement repérables et se mélangent au code du métal. L'histoire relatée renvoie d'ailleurs à celle du conte des Mille et Une Nuits, relatant les péripéties d'un affrontement entre le sultan méchant, immédiatement hostile au prince qui incarne des valeurs éminemment positives. Ce n'est donc pas le passé de la Tunisie qui est mis en scène par Milas, mais un cadre médiévalisant plus vaste et flou. Melik Ben Arabiya explique ce choix conscient de mettre en scène l'orientalisme et non le passé historique. Par exemple, les Scandinaves, quand ils imaginent leur passé, c'est vrai, عندهم les Vikings, عندهم شنو. نحن bon, c'est vrai qu'عندنا un passé نتاع Carthage وفازات هكاك الكل. مي نحن حابين كيما قلت لك نمشيو في الكليشيه نتاع l'occidental كيفاش يتخيل Aladdin وكل. Donc Aladdin, etc. Il s'agit donc de mettre en scène comment les Occidentaux imaginent le passé des Arabes et de reconstruire le cliché orientaliste. Melik explique qu'en dehors de la rive sud de la Méditerranée, le public classifie souvent Milas comme étant un groupe moyen-oriental et la Tunisie comme étant représentative de l'Orient, ce qui est évidemment inexact aussi bien géographiquement qu'historiquement. Dans leur trilogie cinématographique, les membres du groupe plongent donc dans le Moyen-Âge qu'on leur attribue. La scène la plus représentative de cette immersion est celle du hammam, bain du harem, que voici. Espace typiquement nord-africain, est un véritable harem où musique, danse, fruits, vin et narguilé charment l'essence et procurent délassement et jouissance dans une vision orientaliste des plaisirs. Autre mise en scène du cliché de l'Orient joyeux, espace de divertissement exotique, la scène nocturne dans la cité médiévale de Samarcande. Dans ce mélange, rendant compte d'une atmosphère festive, on distingue pyromanciens, charmeurs de serpents, danseuses orientales, ainsi que divers habits traditionnels de la rive sud de la Méditerranée et différents instruments de musique. Cette multiplication des référents orientalistes rend compte de la conscience du groupe tunisien des amalgames perpétués par l'imaginaire collectif, ce qui leur permet de jouer avec les clichés et d'actionner, de lancer l'évasion. Le Moyen-Âge de Milas est une invitation à un ailleurs fantasmé, formulée dans un langage commun aux deux rives de la Méditerranée et au-delà. Melik explique que l'époque médiévale s'est imposée d'elle-même. معناها ليبوك علاش اخترنا ليبوك هذيك خاطر سي موان فوندور كتحط في ليبوك تاع توا اي بون هكيك هو بدات هكيك مع السابيي مشينا في ليبوك نتاع لي غوا ولي هكيك جات هكيك خاطر هذيك اكثر ايبوك معناها تحس هكا فيها سي سا معناها ديما حتى جيم اوف ثرونز وكل لي زونيفير هذوك ديما تلقاهم في ايبوك ان بو وفما هكا نسمع فما دماجي ولا شنو ça nous laisse rêveur معناها دونك اللي هكاك نمشيو. Donc au-delà de l'aspect marketing, le Moyen-Âge apparaît comme un cadre propice au récit d'aventure car il est vecteur de rêves. Médiévalisme et fantaisie sont presque indissociables. Et c'est dans ce sens que le Moyen-Âge de Milas est également fantastique. C'est en discutant avec Melik Ben Arabiya que j'ai saisi que dans l'imaginaire de Milas, la résurgence du Moyen-Âge se fait par le biais de la culture médiatique fantaisie. Donc منين جات جو سي با نجم تكون الانسبيراسيون تاعنا نحن باغ اكزومبل نحن
on adore tout ce qui est fantastique وكل شيء. ما عرفتش انا معناتها ليا ça fait 20 ans que je joue مع World of Warcraft كي طلع 16 في الجو. Donc ce qui fait que توا معناها نلعب واحد اللي 20 سنه معناها كيما جيل. دونك تعرف World of Warcraft كلها دي زيلف ودي دون ودي معناها الفانتاستيك كله فيها. معناتها حتى ما عرفتش جيم اوف ثرونز كلنا مغرومين بها. شنو اخر سينيور ديزاين ولا شنو معناها اي حاجه فانتاستيك سواء فيلم ولا سيري مغرومين بها. C'est le fantastique donc qui permet d'imaginer le passé et qui renferme au-delà du mystère lié à l'éloignement temporel le caractère merveilleux caractéristique de l'évasion médiévaliste. Chez Milef, la fiction relate affrontements et quêtes, schéma narratif de référence de la fantaisie. Mais les éléments fantastiques se multiplient et s'accentuent d'un clip à l'autre, apportant un aspect enchanteur au divertissement. La ville de Samarcande, que vous voyez ici, est digne d'une saga fantasy. Dans No Holding Back, donc voici l'intro. Développent-ils des pouvoirs qui se renforcent à mesure qu'ils se rapprochent de la résolution de leur quête. Lors d'une interview, Melik Ben Arabi explicite l'aspect jeu de rôle dont les membres du groupe se sont inspirés pour créer eux-mêmes leurs avatars, sans scénarisation chapeautée par la production. Lui, qui vapote et qui joue de la guitare, se transforme en Master of Smoke, véritable génie de la gratte, comme l'indique son pseudonyme de sa chaîne YouTube. Il voit néanmoins l'avenir, c'est son pouvoir dans la trilogie, tandis qu'Enis Zwin, le bassiste, fait trembler la terre, lui qui a un caractère sanguin d'après Melek. Et Elias Bouchoucha, le claviériste, ouvre des portails lumineux, un véritable mage, et Morgan Berthet, le batteur, maîtrise la force de l'eau. Donc oui, le batteur et dernier membre en date à avoir rejoint l'équipe est français, ainsi que le producteur actuel, Kevin Godfer. Loin d'influencer l'imaginaire des Tunisiens dans une direction spécifique lors de l'écriture de la trilogie musicale, cette collaboration rend compte d'une certaine harmonie caractérisant la conceptualisation et l'agencement de cet univers secondaire. Sans limitation géographique ou culturelle, le fantastique est une source d'inspiration commune. Melik Ben Arabi distingue néanmoins une différence du côté de la réception. الاوكسيدوندال معناها باش يشوفها نتاعو معناها كلي بالنسبه لي سي سا الباسي نتاع تونسي وهذاك هو لونيفير خاطر ما يعرفش ابخيتو فهمت دونك بالنسبه لي برينس اوف بيرسيا هما ديما يقولوا عرفت يقولوا برينس اوف بيرسيا ولا بلوتو اساسين كريد ولا حاجه كي اما هكا فيرسيون ميوزيك وتونس بون سي يغزروا لها مش ils sont pas aussi rêveurs que الاخرين مي صافا معناها دونك ما نتصور هي السيب الاكثر راهو برا كو توانسه الحكايه هذيا نحكي فهمتني بالعكس نحن توانسه غير بالعكس نكونوا بالبرا معناها مش حاسيلو بون سا ديبون Et ça tombe bien parce que ce n'est pas exactement ce passé qui est mis en scène. Donc les perceptions sont différentes, certes, mais elles se rejoignent dans la fiction qui repose sur un imaginaire sans lisière où le rêve est partagé. Comportant des aspects orientalistes et fantastiques, le Moyen-Âge de Milaf est fantasmé dans une représentation onirique d'un monde secondaire qui plaît à un public aussi bien occidental que tunisien, nord-africain, chacun y trouvant une porte menant à l'ailleurs. Mais au-delà du divertissement et du plaisir de l'évasion, dans quel but s'éva-t-on et qu'est-ce que cette représentation du passé dit de notre présent ? Milaf développe un univers secondaire autour du stéréotype moyen-oriental, mais comme pour la composition mélodique, l'identité tunisienne est indissociable de leur art. L'omniprésence dans les clips de deux motifs typiquement tunisiens est signifiante dans ce sens. Commençant par la Khomsa, dite main de Fatma, notamment dans l'univers de Milaf, les apparitions de cet objet pourraient correspondre à une revendication du passé. À cette étape de mon analyse, je dois faire un disclaimer. Milaf n'est absolument pas politisé.
Les observations qui vont suivre sont le résultat de mon étude uniquement. Melik Ben Rabia déclare d'ailleurs علاش فانتاستيك معناها خاطر سي لو سول تروك كو تو تروف با انت معناها بالحق في الدنيا دونك سي فريمون سا تو بلونج دون تروك و تو في هكاك معناها في الحكايه هذيك جوستومون معناها بالعكس اون ايفيت اي حاجه كي رابيل الغير. Il indique néanmoins que même s'il ne fait absolument pas référence au réel, le monde secondaire imaginé par Millet reste ouvert à toutes les interprétations, comme toute production artistique. Dans Dance, l'affrontement entre les sultans et les avatars de Millet s'explique par une narration hors champ. It has been more than a year since Mira's avatars have freed Baghdad from the evil oppression of Sultan Jafar. But in the Far East, in Samarkand, his cousin Sultan Omar is seeking vengeance. Beware, Mirath, Shahili, the mad wind is blowing, and sandstorms are coming. Ici, on voit très distinctement la khomsa sur la couverture du livre. D'origine punique et berbère, l'objet était utilisé comme un talisman protecteur avant d'être assimilé à la culture arabo-musulmane dès le Moyen-Âge et doté d'une légende liée à Fatma Zahra, fille du prophète Mohammed. La présence du symbole sur ce livre, renfermant l'histoire contée dans la trilogie, indiquerait donc un enjeu qui lui est rattaché. Dans le clip de Believer, le turban du sultan de Bagdad est orné d'une khomsa, j'espère que vous pouvez la voir, indiquant une appropriation culturelle potentielle de la part du représentant de la puissance coloniale abbasside qui a longtemps dominé la Tunisie au Moyen-Âge au détriment des peuples berbères originaires de Ifriqiya, qui est le nom de la Tunisie, qui a donné son nom à l'ensemble du continent par la suite. Dans le harem, espace intérieur, intime, à la fois authentique et caché, le symbole apparaît sous forme de hakous, tatouage naturel tunisien qui reprend la tradition du tatouage berbère. La khomsa véhiculerait donc une transmission culturelle ancestrale essentiellement nord-africaine, berbère et non-arabe, moyen-orientale, comme le laisserait penser l'hégémonie culturelle exercée par la région et perpétuée par l'imaginaire occidental. C'est dans ce sens que l'on pourrait saisir la symbolique du drapeau représentant la khomsa et ornant la ville de Bagdad après la défaite de son sultan, celle de la réappropriation culturelle, conséquence d'une revendication du passé. Dans ce contexte, j'entends la réappropriation culturelle comme une récupération et une recontextualisation historico-culturelle de ce qui aurait été dérobé, qui serait ici l'appartenance nord-africaine. Zeher achète le sablier à la fin du clip de Believer d'ailleurs, comme ultime réappropriation du passé. Ce discours ne s'inscrirait toutefois pas dans un quelconque débat politique, mais expliciterait plutôt les résonances de l'évasion médiévaliste imaginée par Millet. Melik explique que le groupe ne prétend aucunement à l'historicité. والله نحن بون ديجا راهو التونيزيان راهو جو بونس سورتو لي جون تاع توا ما عندهم حتى فكره على الباسي ونحكي حتى على روحي معناها كي ابار اللي قريناه شويه معناها ما عندهمش فكره معناتها يسانتيريس ميم با شنو صار الكل. Je pense que نحن on n'a pas cherché d'être fidèle شنو صار قبل ولا اسكو ça représente بالرسمي تونس ولا disons que c'est un univers تابع ميراث هكا هاو معناها فريمون سي ان univers اللي تابع لي كليب تاع ميراث l'univers تاع ميراث un univers parallèle اللي هو في الحكايه هذيك. Donc dans l'univers de Millet, dont le nom est un substantif arabe signifiant l'aigle, revendiquer le passé ne signifie donc pas le rejet de l'arabité, mais la mise en valeur de la richesse des patrimoines et matrimoines nord-africains, souvent méconnus, oubliés ou assimilés à la culture dominante. Un objet utilisé par le groupe échappe à cette tendance, celui de la khella, dont la représentation dans la trilogie révèle une ouverture vers une mondialité interculturelle. La khella est à l'origine une fibule berbère sans signifiant symbolique à part entière. Dans les clips de Millet, elle est portée en collier par Zeher et lui octroie une protection magique. Face à la vipère qui représenterait par association chromatique le sultan machiavélique Omar, l'objet établit un lien surnaturel entre Zeher et l'enfant qui lui arrache l'objet quand il se fait enlever et emprisonner par le sultan.
Mais le chanteur en a bien deux. Celle qu'il garde permet de libérer l'enfant par magie et de battre les vipères, qui l'attaquent peu de temps après. La khella pourrait donc représenter la puissance individuelle qui peut s'avérer extraordinaire. Le fantastique permet donc d'écarter toute référence politique, comme l'explique Melek. ممكن العكس جمله هو سي ان لونيفير فانتاستيك سي في باش انت تنفي لا رياليتي ومن الحكايات هذوما البوليتيك ومن الحكايات جوستومون معناتها بالحق بالعكس كومبليتمون عرفت بالنسبه لي نشوفها معناتها سي في بور سيفادي فوالا فهمت هذيك هي. Donc, par son aspect mondial et interculturel, l'imaginaire fantastique assure l'évasion, mais également le dénouement de l'intrigue qu'il permet de résoudre, comme on peut le voir à la fin de l'aventure. Accrochez-vous bien. On distingue ici un brassage interculturel d'éléments fantastiques a priori différents, voire antithétiques, comme le tapis volant des contes des mille et une nuits, repris par Disney, juxtaposé au sort semblable à celui des mages dans World of Warcraft. La conception tunisienne contemporaine du Moyen-Âge, reflétée par la scène métal, rend ainsi compte de la diversité de son imaginaire, véritable réceptacle et reflet des perceptions interméditerranéennes, voire mondiales. C'est dans ce sens également que j'entends la réappropriation culturelle, celui de l'intégration et de l'assimilation de tout ce qui pourrait être plaqué sur une autre culture donnée, afin d'en faire un constituant plutôt enrichissant. Pluriel, le Moyen-Âge 2000 est donc simultanément historique, berbère, fabulé, moyen-oriental et mondialisé, occidental, suivant une évasion qui permet la réappropriation culturelle d'un passé rêvé. Le jeu assumé avec les clichés assure ainsi le dépassement des stéréotypes réducteurs et des idéologies hégémoniques culturellement appauvissantes. Poursuivant une quête de liberté, combattant la brutalité et l'oppression, comme l'indique le texte des chansons, les avatars des membres du groupe renversent l'organisation politique du califat abbasside à un moment clé de l'expansion coloniale arabe sur fond de solos de guitare électrique. Au carrefour de l'histoire et de la fiction, le Moyen-Âge rêvé de Milas révèle une réappropriation culturelle qui revendique non seulement la tradition nationale héritée, mais également l'hégémonie historique de l'Orient et de l'Occident, qu'il détourne le temps d'une évasion musicale. Toutefois, l'intrigue reste en suspens avec le sultan qui arrive à entrer dans l'univers primaire et le point d'interrogation qui suit The End à la fin de No Holding Back, laissant entendre la possibilité d'une suite. Et oui, Melek a confirmé qu'il y aura bien un quatrième épisode où le médiéval prend d'assaut le contemporain et non l'inverse. Mais dans les coulisses de ce rêve médiéval, on a souvent demandé à Milas comment leur musique était perçue en Tunisie. Et la réponse est sans phare, à chaque fois. Même si ça a tendance à évoluer, la perception générale de la musique métal reste un peu méfiante. Et le manque d'encouragement et de reconnaissance, surtout de la part du ministère de la Culture, est assez regrettable. Mais une autre difficulté est rarement mentionnée. La perception du reste du monde, et plus spécifiquement de l'Occident, surtout en conséquence des tensions liées au terrorisme autour de la Méditerranée. Et voici la réponse, très honnête, de Melek. Même dans l'univers du métal, tu sens le regard, il est différent. Quand tu déjà le monde du métal, c'est dur de percer. Mais quand tu viens d'un pays, Tunis ou تبدا عربي en général, tu pars avec un inconvénient معناها اللي هو معناها نحن الحاجات اللي عملناهم نحن كان جينا من النرويج ولا من بلاصه اخرى رانا فونتاجي في برشا حاجات مالوزمون وتحس الريغاردي حتى في عباد معناها من لونيفير نتاع الميتال سي مالورو معناها دونك نحن سا نوز اوبليج زاد هكا دوني اون ايماج معناها نتاع رانا ما عندنا حتى علاقه رانا دي ميوزيسيان راهو فوالا نلعبوا ميتال فهمتني وراهو هكا سي ان موند فانتاستيك وكل شيء.
juste retour à la réalité. En explicitant ces différents aspects, j'ai ainsi tenté d'identifier les spécificités et les enjeux majeurs du médiévalisme tunisien au prisme de la scène métal contemporaine, menée par des musiciens conscients de leur art et des messages qu'ils véhiculent. À l'heure où beaucoup appellent à la fermeture culturelle, Milaf revendique l'interculturalité et l'ouverture à l'image de la Tunisie à travers tous les âges, et aujourd'hui, plus que jamais. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jasmine, pour ce... ouais, je l'ai. Et merci pour ce voyage clairement dépaysant, sur un dépaysement total. Objectif accompli. Voilà, bravo. Donc on fera un point tout à l'heure pour les questions globales.